Bienvenue à Milligrammes par kilo, un balado qui parle de médicaments en pédiatrie. L'information contenue dans ce balado ne remplace pas le jugement professionnel. Il s'agit d'un survol de divers sujets pour les professionnels de la santé ou pour toute personne intéressée. Bonne écoute! Salut tout le monde, ici Émilie Roy-Saint-Pierre, pharmacienne en pédiatrie générale et l'animatrice du balado Milligrammes par kilo. On revient de notre été 2025, je suis très contente de reprendre l'année scolaire avec l'épisode sur les troubles des conduites alimentaires. Tout au long de l'épisode, on va dire les TCA, pour économiser un peu de salive. Je trouve que c'est un sujet super important et intéressant, un problème de santé mentale avec un très grand impact sur la santé physique et le développement des adolescents, des adolescentes. Ce sont au niveau osseux-cognitif, social et j'en passe. C'est quand même une maladie insidieuse qui peut atteindre la fonctionnalité de ces personnes-là. Tout au long de l'épisode, on va dire plus patiente au lieu de patient-patiente, là, juste pour les causes de l'épisode. On garde en tête quand même que même si on dit patiente, ça peut quand même toucher autant les garçons que les filles, là, les troubles alimentaires. Et comme j'ai dit tantôt, c'est un épisode TCA, mais plus sur l'adolescence. Donc, ça pas nécessairement pour tous les groupes d'âge. Donc, sans plus attendre, je vous laisse présenter. Dina, veux-tu commencer? Moi, c'est Dina Roubayed, je suis pédiatre spécialisée en adolescence. Puis je travaille au CHU Sainte-Justine à la clinique de médecine des ados aux côtés de Stéphanie. Bonjour Émilie, merci de nous recevoir. Merci d'être là. Je suis Stéphanie Ledoux, nutritionniste au CHU Sainte-Justine depuis bientôt 25 ans et depuis une quinzaine d'années avec la clientèle des troubles alimentaires en médecine des adolescents. Super. Pour vrai, un gros merci d'être là Merci à aujourd'hui. Je toi. sais que vos horaires sont très chargés, donc c'est un privilège pour moi de vous recevoir. Dina, veux-tu nous parler un peu, c'est quoi la prévalence des TCA aujourd'hui dans nos populations? Ben, ça peut paraître en fait comme une question simple, mais en Oui. fait, c'est une question assez complexe parce que c'est vraiment difficile d'établir la prévalence des troubles alimentaires chez les adolescents. Puis ça varie énormément dans la littérature parce que simplement, c'est assez dur à étudier. Mhm. Donc, quand on va regarder la littérature, les chiffres vont varier, mais au niveau surtout de l'anorexie restrictive, par exemple, c'est ce qu'on est capable de mieux identifier. Puis ça tourne autour de 5% de la population, ce qui est quand même Beaucoup. beaucoup. Oui. Mm. Puis on le sait en fait que c'est en fait juste la pointe de l'iceberg. Donc, les gens qui se rendent à avoir un diagnostic de trouble alimentaire, c'est le 5% dont on discute par rapport à l'anorexie restrictive, mais il y a bien d'autres troubles alimentaires dont on va discuter tout à l'heure. Puis il y a plein d'autres jeunes qui se promènent dans la nature sans qu'on les identifie dans le système de santé avec des enjeux au niveau de l'alimentation. On parle à peu près d'un 25% quand même. Donc, c'est vraiment assez prévalent. C'est énorme. Oui. Mm. Puis, ce qu'on sait, c'est qu'avec la pandémie, il y a eu une augmentation vraiment exponentielle, tu sais, des troubles alimentaires, notamment de l'anorexie restrictive. On ne sait pas encore pourquoi. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été soulevées, mais c'est dur à savoir, en fait, qu'est-ce qui l'explique. On sait que les niveaux ont diminué un petit peu depuis la pandémie, mais on n'est pas retourné à des niveaux tout à fait pré-pandémiques. Donc, c'est quand même important d'en parler puis de savoir quoi faire quand on rencontre un jeune qui vit des Mhm. problématiques au niveau de l'alimentation. Tout à fait. Donc justement, on mentionne l'anorexie restrictive, c'est un peu celle qu'on connaît le plus, qui frappe un peu plus l'imaginaire. C'est quoi les autres types et veux-tu un peu nous les définir? Oui. Ben, en fait, l'anorexie restrictive, on peut aussi, Mhm. on peut utiliser de façon interchangeable l'anorexie nerveuse. Ok. Donc, les deux noms se disent. Puis, ben, je vais commencer juste par celui-là Parfait. pour le définir. Donc, on utilise en fait le manuel diagnostic de santé mentale, donc le DSM, pour diagnostiquer les troubles alimentaires. Puis, il y a des critères vraiment spécifiques. Pour l'anorexie nerveuse, ça prend bon, une perte pondérale qui dévie un peu de la trajectoire développementale, donc la courbe de croissance. Ça prend, tu sais, des comportements qui mènent à une perte de poids ou des efforts pour ne pas en prendre. Puis évidemment, ça prend un peu de dysmorphie corporelle, donc tu sais, de se sentir pas bien dans son corps, de se sentir en surpoids et de se sentir pas bien dans comment on est, puis avoir un désir de perte de poids qui vient avec. Fait que c'est un peu ça les critères, tu sais, de façon générale. Après ça, l'autre qu'on connaît le plus souvent, c'est la boulimie Mhm. nerveuse.
Puis la boulimie, en fait, c'est plutôt, alors que l'anorexie est plutôt référée comme une maladie étant beaucoup dans le contrôle, Mhm. la boulimie, c'est plutôt l'inverse de ce côté-là, donc plus une sensation de perte de contrôle. Donc c'est comme de manger des quantités de nourriture comme vraiment importantes dans un laps de temps qui est assez court, de se sentir inconfortable, puis de sentir une perte de contrôle. Puis ça peut mener à des comportements qui sont des types qu'on appelle purgatifs. Donc, on pense généralement à des vomissements, mais ça peut être l'utilisation de laxatifs, ça peut être l'utilisation de coupe-faim, des diurétiques, donc plein de façons euh, tu sais, d'avoir ces Mhm. comportements-là. Puis, bien évidemment, ça vient avec une détresse vraiment importante. Donc ça, c'est pour la boulimie. Mhm. Après ça, on a l'hyperphagie boulimique, qui est un peu l'équivalent de la boulimie, mais sans les comportements purgatifs. Puis ça aussi, ça vient avec de la détresse vraiment, vraiment Mhm. importante, puis des sentiments de culpabilité et de honte qui sont Mhm. très élevés. Est-ce que c'est ce qu'on dit des fois dans le jargon plus familier, manger ses émotions, entre Ouais, c'est ça. guillemets? C'est un peu ça Ouais, l'hyperphagie ok. boulimique. Donc, c'est comme d'avoir des moments de perte de contrôle, Mm. l'alimentation, où on mange vraiment des très, très grosses quantités jusqu'à se sentir parfois physiquement aussi inconfortable. Mm. Puis, dans les critères du DSM, ils mentionnent même tu sais, que ça a un lien avec la détresse émotionnelle. Ok. Mm. Donc, c'est vraiment important ce que tu soulèves parce qu'effectivement, il y a quand même un lien à faire de ce Mhm. côté-là. Puis l'autre, dans le fond, trouble alimentaire qu'on trouve dans le DSM, c'est le ARFID, qui est en français le trouble de l'alimentation sélectif et évitant. Euh, Puis c'est un trouble alimentaire bon, qui mène à en fait, atteindre des apports nutritionnels qui sont insuffisants, soit par une perte de poids ou des besoins de nutrition comme entérale, parentérale. Euh, mais il n'y a pas de dysmorphie corporelle qui est associée, il n'y a pas de lien avec l'apparence physique ou l'estime de soi. Souvent, ça va être des patients qui ont des comorbidités au niveau psychiatrique, des troubles anxieux, des peurs de vomir, des peurs de s'étouffer, parfois des patients qui présentent un trouble du spectre de l'autisme, qui va mener en fait à un désordre au niveau de l'alimentation. Puis là, ben, ça, c'est ceux qui sont dans le DSM, mais il y a plusieurs autres troubles alimentaires aussi qui ne se retrouvent pas spécifiquement dans le DSM, dont on entend parler, l'orthorexie, la bigorexie. euh, il y en a tout plein là, qu'on peut retrouver. Puis on peut aller sur le site de l'ANEB où ils détaillent en fait Mhm. vraiment bien tous ces types de troubles alimentaires-là. Merci. Je pense Mm. que tu as bien défini, en effet, les 4 principaux. Puis, tu me fais penser justement à ANEB, Anorexie Boulimie Québec. Oui. C'est un super site web Mhm. qui détaille vraiment bien, autant pour les professionnels de la santé que pour les parents, patients, familles. Puis d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai écouté leur podcast, l'épisode 1, ils définissaient justement leur podcast Les liens troublés. Mhm. Et ils définissaient bien, encore plus en détail, là, chacun des troubles que Dina, tu viens de détailler, mais je ne veux pas répéter ce qui a été déjà dit d'une façon très brillante. Puis même, tu as été invitée sur leur podcast Ouais, à ouais, ouais. l'épisode 6, si je ne me trompe Ouais, pas. la première saison, Ouais. ils ont une deuxième saison Ah, maintenant. c'est super, je vais aller voir. Ouais. Et que j'invite aussi les auditeurs, là, si vous êtes intéressés, à aller voir cette référence-là. Hem, Avant de continuer, Stéphanie, j'aimerais ça t'emmener sur quelques mythes qui circulent encore beaucoup. J'en entends encore beaucoup parler, ou circuler, mais je pense que c'est important de juste les rementionner ici, puis un peu les déconstruire ensemble. Donc pour commencer, on entend souvent que les TCA, ils concernent plus, justement les adolescentes ou les jeunes femmes. Qu'est-ce que tu as ajouté sur ça? Ben, effectivement, on voit beaucoup de jeunes femmes, jeunes Mmh. filles qui peuvent être touchées par les troubles alimentaires, mais il faut savoir que les troubles alimentaires peuvent affecter des personnes de tout âge, sexe, euh, origine ethnique et orientation sexuelle. Les garçons, les hommes aussi peuvent développer un trouble alimentaire. Selon les chiffres par rapport à l'anorexie et la boulimie, les hommes représentent 10 à 25 de l'ensemble des cas. Je pensais pas que c'était autant pour les hommes. Mmh. Et les Qui chiffres vont monter Ça, jusqu'à c'est la 40. pointe de l'iceberg encore, Ouais, Effectivement, j'imagine. c'est ça. effectivement. Ouais. Puis les chiffres vont monter jusqu'à 40 pour ce qui est de l'hyperphagie boulimique. Ce qu'on peut parfois observer chez les jeunes adolescents, mais chez les hommes plus âgés aussi, des fois, c'est ce qu'on appelle la bigorexie ou la dysmorphie musculaire. Donc, un peu à l'inverse de l'anorexie, si on veut, une jeune fille chercherait à perdre du poids. Ben, dans la bigorexie, la personne va se trouver trop mince ou pas suffisamment musclée et va vouloir développer
prendre davantage de masse corporelle, de masse musculaire, pardon. Donc, va développer un petit peu d'obsession par rapport à l'alimentation, peut-être vouloir manger plus de protéines, tester des suppléments nutritionnels et faire beaucoup d'exercices là, à Mmh. outrance pour justement Manger des développer. macronutriments au lieu des aliments. Exactement, exactement. Mmh. OK, parfait. Hem, après ça, le deuxième mythe que j'entends souvent, en fait, tu sais, il y en a plein, j'en ai sélectionné quelques-uns seulement, c'est que justement les personnes atteintes de TCA cherchent simplement à perdre du poids. Tu viens un peu d'y répondre, là. Il y en a qui veulent aussi gagner du poids. Qu'est-ce que tu as ajouté sur, la justement le désir de perte de poids? Mais effectivement, ça c'est pas tout le monde qui a ce désir de perdre du poids-là. Effectivement, pour certaines, oui, l'objectif est de perdre du poids puis de toujours viser plus bas. Mais pour d'autres, le TCA peut répondre à d'autres besoins. Une personne peut parfois vouloir juste mieux manger ou être Mmh. en meilleure forme physique, va faire des ajustements au niveau alimentaire, peut-être va dévier à un moment donné puis vraiment se trouver à perdre du poids, mais initialement, son désir n'était pas de perdre du Mais poids. la ligne est fine en titi, là, de «Ah, c'est pour, me remettre en santé». Tu sais, on dirait que c'est flou. C'est À pour ça partir que de c'est quand ça important. devient malsain? Le mot que tu as mentionné au début, là, Ouais. insidieux, tu sais Mmh. que souvent on va dire que c'est une maladie qui part de bonnes intentions, Mmh. puis c'est pas tout le monde qui a des bonnes intentions, qui va Mmh. nécessairement développer un trouble alimentaire. Donc on peut vouloir être en santé, faire de l'activité physique, Ça. manger mieux, puis pas nécessairement développer un Mmh. trouble alimentaire. Donc effectivement, tu sais, c'est un peu, ça peut être difficile à naviguer, là. Mmh. Effectivement. Puis des fois, on va justement dévier un petit peu de notre trajectoire, puis plonger vraiment dans un trouble alimentaire. La perte de poids, s'ensuit. Puis des fois, on va avoir des commentaires des gens autour de nous qui vont valoriser cette perte C'est de ça. poids-là aussi, donc qui peut nous amener à juste Mmh. aller plus loin dans Ça dans vient tout ça. consolider la boucle, puis ça Puis Exact. certains troubles alimentaires peuvent mener à une perte de poids sans même avoir de lien. Tu sais, mmh. le ARFID, par Ouais. exemple, là, qui est comme en fait la perte de poids est une conséquence du trouble alimentaire, Mmh. mais elle n'est pas volontaire Je nécessairement. comprends bien. Mm. Mmh. Puis parfois aussi, ben, comme on disait, il y a des jeunes qui vont vivre des émotions difficiles ou des stresseurs, difficiles. Donc des fois, le trouble alimentaire va venir combler un petit peu Mmh. ce manque-là où ça va permettre la nourriture va devenir, dans le fond, le moyen de retrouver le contrôle sur Mmh. ça. Donc initialement, ils n'ont pas le désir de perdre du poids, mais Mmh. pour répondre à tous ces stresseurs, à ces émotions-là, on va, manger et on n'observera pas au Mmh. final de perte de poids. Ah bien, merci. Faut comprendre que les troubles alimentaires, c'est des pathologies complexes, puis c'est lié à différents facteurs, des facteurs psychologiques, par exemple. Donc, quelqu'un qui a une faible estime de soi, va, le trouble alimentaire va peut-être répondre à ça, être une façon de Mmh. retrouver un semblant d'estime de soi. Ça peut répondre à des besoins émotionnels, on l'a nommé. Si on a de la difficulté à se réguler, à gérer nos émotions, ben, peut-être que le trouble alimentaire va répondre à ça. C'est pas un désir de perte de poids qui nous animait initialement. Puis ça peut répondre aussi à des facteurs sociaux, donc s'il y a une séparation parentale, des tensions, conflits avec les amis aussi, ben, le trouble alimentaire Mmh. peut répondre à ça. Donc comme on l'a dit, la perte de poids ou les comportements alimentaires, extrêmes, là, Mmh. d'évitement, ben, ça c'est la pointe du C'est iceberg, ça. puis souvent il y a quelque chose de plus profond en dessous de Faut ça. aller explorer, Exactement, quand là, les personnes vont chercher de exactement, l'aide, effectivement. exactement. C'est bon, merci. Un autre mythe aussi, là, on en a parlé un peu tantôt, là, mais est-ce que les personnes atteintes de troubles alimentaires sont toujours maigres ou en dessous de leur poids santé? Ben non, ils sont Non. pas toujours très maigres. Fait que on peut côtoyer des gens autour de Mmh. nous qui on se douterait pas qu'il y a un trouble C'est ça. alimentaire, puis Ouais. il y en a. Donc effectivement, on le détecte facilement quand on voit des gens dans une maigreur extrême, mais il y a certaines personnes qui sont atteintes de troubles alimentaires qui peuvent avoir un poids dit «normal» entre guillemets, ou même être supérieur à la normale aussi. Donc, parfois, on peut avoir des jeunes qui sont en surpoids ou qui auraient une obésité morbide, qui vont développer un trouble alimentaire. Il va y avoir une perte de poids, peut-être sur un court laps de temps. Et puis là, bien évidemment, ça va avoir des répercussions sur sa santé physique, des laboratoires perturbés, une bradycardie, une aménorrhée. Donc, cette personne-là n'a pas nécessairement, elle n'est pas en Mmh. sous-poids, mais elle ne va pas, C'est la ça. Le maladie est corps présente. envoie quand même des signaux Exactement, objectifs, là, que exactement. mmh, Donc les TCA, ça se limite pas à une question de poids je comprends. visible.
Tout à fait, merci. C'est très bien expliqué. Puis finalement, des fois, on va passer: «Oh mon Dieu, j'ai un diagnostic de trouble alimentaire, je suis pris ou prise avec ça pour la vie». Ça en est quoi, là, pour le pronostic, là? Heureusement, on peut dire que non, on n'est pas pris avec ça Ouais. pour la vie. C'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer le maintien du trouble Mmh. alimentaire. Donc, si je suis dans le déni ou j'ai comme un certain sentiment de contrôle, de toute puissance, ça peut être plus long de Mmh. sortir du trouble alimentaire parce que je suis comme pas rendue à Ouais. l'étape de m'en sortir. Puis il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent influencer le rétablissement. Donc, si j'ai la volonté de m'en sortir, je suis tannée de vivre avec ce trouble alimentaire-là, ben, je vais peut-être m'aider à cheminer davantage. Donc, la durée puis le succès du rétablissement, ça varie d'une personne à Mmh. l'autre. Puis ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut aller chercher de l'aide. Puis le plus rapidement on est capable d'avoir une prise en charge, ben, plus vite on risque d'aller vers un rétablissement puis une chance de se rétablir de Mmh. façon complète aussi. Tout à fait. Puis il faut garder en tête que le processus de rétablissement, ben, c'est pas quelque chose qui est linéaire. Il peut y avoir des hauts, des bas. Parfois, on est hospitalisé une fois, on a un suivi en ambulatoire, puis on va sortir de notre trouble alimentaire, mais des fois, on va être hospitalisé 2 fois, 3 fois, 5 fois. On va cheminer au travers ces Mmh. hospitalisations-là, mais le chemin peut être un petit peu plus long. Donc, il faut, avoir de la patience, de la persévérance, de la motivation. Mais le plus important, c'est d'y croire, puis de s'entourer de gens qui sont capables de reconnaître notre Mmh. problématique, puis de nous aider à cheminer dans tout ça. Tout à fait. Donc, au final, je pense qu'il faut déconstruire tous ces mythes-là pour, mieux comprendre les troubles alimentaires parce que je pense que c'est encore beaucoup Je suis d'accord méconnu. avec toi. Puis, Mmh. tu sais, d'aider à la prévention, ça va aider à la Mmh. prévention, puis, d'encourager les personnes concernées à consulter. C'est vraiment important de les avoir fait ressortir là, Mmh. pour qu'on puisse les adresser comme il faut. Tout à fait. Puis tu sais, là, on est bon, point de vue hospitalier ici, à l'hôpital Sainte-Justine, des fois, je vois des combos un peu, très dangereux, là, entre les des fois, on a des patients avec des maladies chroniques, puis des fois, il y a un mésusage de certaines substances, des médicaments. Toi, est-ce que tu en vois, souvent, des mauvaises Oui, utilisations, de médicaments ou quoi que ce soit? Par exemple, là, un qui me vient en tête le plus rapidement, c'est quelqu'un qui vit avec un diabète de type 1, qui a de l'insuline à se donner, mais qui a quand même, un désir de tu sais, qui a une dysmorphie, un désir de perte de poids extrême. oui, fait que c'est sûr qu'on en voit. Mhm, On peut en voir ici. Bon, on est à Sainte-Justine dans un contexte de centre mhm, tertiaire, donc on est quand même mhm, aussi amené à répondre à des besoins pour des patients qui présentent des maladies chroniques. mmh, Puis effectivement, le fait d'avoir une maladie chronique, ça peut être plus risqué pour tu sais, la santé des jeunes qui présentent un trouble alimentaire. Déjà, à la base, si je reviens un peu en arrière, c'est comme avoir un trouble alimentaire, tu l'as bien dit, c'est au niveau, oui, au niveau de la santé mentale. On utilise le manuel diagnostic de santé mentale, mais c'est une maladie qui a des impacts physiques majeurs. On pense, tu sais, au développement osseux, à la croissance, à l'arrêt de la puberté, l'arrêt des menstruations, qui a aussi un impact sur le développement osseux. mhm, On pense tu sais, aux impacts sur la santé cardiaque, donc la bradycardie, le cœur qui ralentit et plein d'autres conséquences au niveau cardiaque, des effets au niveau digestif, la perte de cheveux, la circulation, bref, plein d'effets qui sont en général réversibles avec le traitement du trouble alimentaire, mais quelques-uns, on ne sait pas en fait le niveau de réversibilité, notamment sur la santé osseuse, sachant que on peut développer de la masse osseuse jusqu'à l'âge de 25 ans, puis qu'après ça, ben, c'est un peu incertain à mhm, savoir où est-ce qu'on en est avec ça. Donc, est-ce qu'on perd un temps critique de développement de santé osseuse dans le contexte que le trouble alimentaire se développe à l'adolescence? Fait que déjà, c'est une maladie qui a des conséquences physiques importantes. Puis en plus de ça, quand on rajoute une maladie chronique, ben, les jeunes peuvent être amenés de façon volontaire ou involontaire à se mettre en danger. Puis ton exemple est parfait. En fait, un patient qui présente un diabète de type 1 peut omettre son insuline pour accélérer la perte de poids. Donc, c'est des choses qu'on peut voir. Il y a aussi, par exemple, des patients avec fibrose kystique qui prennent des enzymes pancréatiques pour améliorer l'absorption. Puis à ce moment-là, l'omission de certaines enzymes peut avoir un impact aussi sur l'absorption. Donc,
Donc, il peut y avoir des choses comme ça qu'il faut être capable de naviguer puis être à l'affût, en fait, pour pouvoir accompagner davantage ces patients-là Mmh. par rapport aux risques, au niveau de leur santé. Tout à fait. Ben, merci beaucoup. Je pense que ça met bien la table là, sur les TCA. Hem, Ici, là, dans notre centre tertiaire, quand moi, sur mon étage, j'admets des patients hem, avec justement un TCA qui sont dans un épisode, par exemple, qui n'ont pas mangé depuis 5 jours, puis là, ils arrivent en bradycardie, leur cœur bat à 35 battements par minute, et cetera. Ils sont mis sur un protocole qu'on appelle le protocole de syndrome de réalimentation. Hem, donc, juste avant de continuer, je vais juste le définir. Donc, le syndrome de réalimentation, c'est l'ensemble des anomalies biologiques et cliniques qui surviennent lors de la renutrition des patients dénutris ou ayant subi un jeûne prolongé. Là, j'en parle parce que là, on parle des TCA qui peuvent subir un jeûne prolongé, mais en plus, ça va s'appliquer dans plein d'autres conditions où on a c'est justement le jeûne prolongé. Donc, on peut penser à l'alcoolisme chronique, des maladies de malabsorption comme les maladies inflammatoires de l'intestin, les MII, une malnutrition chronique, un diabète mal contrôlé, des maladies oncologiques ou des états post-opératoires qui empêchent là, une nutrition adéquate ou justement un jeûne prolongé, reflux alimentaire ou famine, par exemple. Donc, hem, je voulais faire le pont un peu vers ce sujet-là parce qu'on le voit quand même en milieu hospitalier, puis c'est un peu le côté plus médicus, mais je trouve ça très intéressant en fait, qu'on en jase, vu que de mon point de vue pharmacie, c'est un peu plus ça que je vois. Après ça, on Mhm. va faire le côté nutritionnel et on va pouvoir aller le côté un peu plus psychosocial par la suite. Puis maintenant, Dina, est-ce que tu veux un peu nous expliquer qu'est-ce qui se passe juste de façon générale dans un corps d'humain quand on jeûne de façon prolongée, Ouais. qu'on soit TCA ou n'importe quelle autre condition? Mhm. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'utiliser l'énergie Mmh. qu'on va avoir comme apport alimentaire, donc via le glucose, par exemple, on va se mettre à utiliser les protéines puis la graisse qu'on a en nous. Donc, euh, on va utiliser l'énergie un peu de façon inappropriée puis produire des corps cétoniques pour utiliser cette énergie-là. Puis, on va aussi se mettre à consommer, en fait, des substances qui sont essentielles au fonctionnement du corps. Donc, les électrolytes, la vitamine B1, donc la thiamine. Puis à ce moment-là, on va être déplété dans ces molécules-là. La vitamine B1, sachant qu'elle est hyper importante pour faire de l'énergie, notamment via notre fameux cycle de Le Krebs. cycle de Krebs. Euh, donc, tu sais, c'est des choses, en fait, qui sont ultra importantes et essentielles. Puis quand on n'est pas capable d'avoir les apports, ben, le corps va trouver une façon de Mmh. les utiliser. Puis à ce moment-là, ben, ça va mettre le corps un peu en souffrance. Puis ça va se mettre en fait, le corps va se mettre à éteindre certaines fonctions qui sont considérées comme étant non vitales, dont l'arrêt, par exemple, des menstruations. Mmh. Hem, donc, on va se mettre à concentrer notre énergie aux endroits qui sont essentiels, comme le cerveau, le cœur, qui sont en fait les organes qui nous permettent Mmh. de vivre. Puis de façon intéressante, il y a une étude, qui a été faite sur, l'étude de Keyes, qui a été faite, sur, des hommes qui avaient subi en fait de la dénutrition pendant la guerre. Mmh. Puis, ils ont quand même rapporté qu'avec la dénutrition, ils ont commencé à développer des symptômes psychiatriques Mmh. qui n'étaient pas là avant. Donc, c'est quand même important pour moi de le C'est mentionner parce que je parle beaucoup des effets du jeûne sur le corps au niveau physiologique et biologique, mais il y a quand même des effets psychologiques et psychiatriques associés au jeûne, donc plus de dépression, plus d'anxiété, l'apparition de comportements qui n'étaient pas là avant au niveau de l'alimentation, même des manies alimentaires ah qu'on ouais, retrouve chez certains patients qui ont un TCA, qui avaient été développés chez ces patients-là, qui avaient été étudiés. Donc, c'est quand même vraiment intéressant de le rapporter, là. OK, merci. Puis là, justement, là, il y a ces patients-là, par exemple, je reprends encore mon patient là, avec un trouble alimentaire, mon patient, ma patiente, jeûne prolongé, il se fait hospitaliser ici. hem, Puis là, on veut le traiter en le réalimentant. Il y a quand même, plusieurs éléments à prendre en compte. Mais là, si on revient un peu à la physiologie, là, le moment qu'on va remettre de la nourriture dans son corps va comme passer du mode catabolisme à anabolisme, donc il va se remettre à synthétiser des molécules. Pourquoi c'est important qu'il soit suivi, rendu là, à l'hôpital de façon rapprochée? Mhm.
C'est vraiment une bonne question parce qu'en fait, c'est surtout pour ça qu'on va les admettre. Oui, il y a certains critères qui sont, tu sais, plus pour, le fonctionnement ou Mhm. comment, certains critères d'hospitalisation qui sont surtout pour le fonctionnement ou comment ça se passe, à tu sais, en clinique externe, mais la majorité du temps, c'est pour la surveillance médicale, entre autres pour le syndrome de renutrition. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que quand on se remet à manger, on a un influx de glucose. L'influx de glucose va faire un pic d'insuline. Puis ce pic d'insuline-là va servir à faire rentrer du glucose dans les cellules, mais aussi des éléments importants, notamment les électrolytes. Puis sachant que, comme j'ai mentionné plus tôt, le jeûne fait en sorte qu'on a une déplétion d'électrolytes, ben, en ayant un influx intracellulaire en plus d'électrolytes, ben, on se ramasse hyper déplété au niveau sanguin de tous ces électrolytes-là, notamment le phosphore, mais aussi tu sais, potassium, calcium, magnésium. Mhm. Puis ça, ben, ça peut avoir des effets vraiment négatifs au niveau de la santé physique. Donc, ça peut aller de la rhabdomyolyse, hémolyse, des convulsions, une atteinte musculaire Mhm. qui vient avec la rhabdomyolyse. Donc, ça peut avoir Mhm. des On peut avoir des complications. troubles du rythme Oui, des aussi. troubles du Mhm. rythme, des atteintes hépatiques. Bref, Mhm. ça fait quand même une dysfonction multi-organique Ouais. là, qui est vraiment importante à considérer. Puis c'est important de bien surveiller ces patients-là parce que ça ne se produit pas nécessairement au jour 1. Donc, on sait que Mhm. le pic de l'hypophosphatémie va arriver plus autour de jour 5 de la renutrition. Mhm. Donc, c'est important de les garder hospitalisés pendant une bonne portion, c'est au moins un certain temps, jusqu'à temps qu'on soit certain qu'on a mis le syndrome de renutrition derrière nous. OK. Puis là, c'est ça, on va suivre les électrolytes de façon très rapprochée, Oui, là, surtout, ces premiers jours-là. oui. Qu'est-ce qu'on donne, pour éviter les complications? Ben, en fait, on va surtout surveiller, puis on ne va pas répléter tant OK. qu'on n'a pas une atteinte, en fait. Mmh. Puis après ça, une fois qu'on a un électrolyte qui est en deçà de la norme, de nos normes à nous, ben, on va répléter par voie orale. OK. Donc, on va donner des suppléments de phosphore, suppléments de potassium, des suppléments de magnésium au besoin. Puis j'ai aussi parlé tout à l'heure de la vitamine B1. Donc, Mmh. d'emblée, pour tous les patients, on va donner des suppléments de vitamine B1 pendant au moins la première semaine, puis aussi des suppléments de multivitamines, sachant qu'il y a quand même eu une déplétion au niveau de toutes les vitamines dans le Mmh. contexte de la restriction alimentaire. Donc, on va essayer de prioriser toujours la réplétion, autant au niveau alimentaire qu'au niveau des électrolytes et des vitamines par os. OK. Fait que Mm. par voie orale et Ouais, non pas nécessairement par tube ou par non, voie ouais. On intraveineuse. va essayer Je de comprends. prioriser ça, Mmh. C'est moins, évidemment. C'est moins invasif, invasif. là. Puis, Mmh. en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que quand on répète par les veines, donc si par Mmh. exemple le patient a une hypoglycémie, donc un taux de sucre qui est diminué, puis qu'on met du glucose par les veines, bien, ça peut augmenter le risque de syndrome de renutrition parce qu'on fait encore plus Mmh. d'influx de glucose. Puis à ce moment-là, bien, ça peut avoir des conséquences OK. néfastes. Donc, c'est toujours mieux d'y aller par la Je bouche. comprends. Si on résume un peu là, ça serait quoi les facteurs de risque, à retenir pour, le syndrome de réalimentation chez un patient donné où toi tu vas dire: «Ah lui il est à faible risque ou risque élevé». Ben, en fait, on a certains critères qui sont vraiment Mmh. bien définis. Donc, des patients qui ont un IMC, un pourcentage d'IMC médian qui est très, très, très bas. Donc, on a un calcul qu'on fait, puis quand ce calcul-là, bon, c'est en bas de 70%, ben, pour nous, c'est un IMC très faible, OK. puis c'est un patient qui est plus à risque de syndrome de renutrition. Tout ce qui est anomalie électrolytique de base. Donc, un patient qui n'a même pas encore commencé à faire un syndrome Mmh. de dénutrition, mais qui est tellement déplété en intracellulaire que déjà, il y a une hypophosphatémie, par exemple, ben, à ce moment-là, il est beaucoup plus à risque de faire un syndrome de renutrition. Euh, Après ça, un patient qui a perdu beaucoup de poids dans les dernières semaines de façon aiguë, donc on va se mettre à titre indicatif 1 kilo par semaine pendant au moins 2 semaines. Mmh. Puis, ben, une restriction calorique très, très, très importante, donc en bas de 500 calories par jour. Ça aussi, c'est un facteur de risque Mmh. qu'un patient est plus à risque de faire un syndrome de renutrition. C'est pendant au moins 3 jours, Oui, au moins ouais, 3 OK, jours. c'est bon. Je pense que tu as vraiment bien défini un peu tout c'est quoi, merci beaucoup. Comment là, on a parlé un peu de comment on prévient, en surveillant et tout, en réplétant aux besoins. Hem, Maintenant qu'on a passé un peu cette phase initiale-là à l'hôpital, que finalement tout s'est bien passé, les électrolytes, sont beaux même après, 7 jours. Hem, Toi, tu es déjà dans le dossier comme nutritionniste depuis le début, mais
comment, tu mets en place ton plan alimentaire avec, cette patiente-là ou ce patient-là? Ben, en fait, pour tout patient hospitalisé Ouais. avec trouble alimentaire, Ouais. je vais être demandée en consultation. Mmh. Donc, je vais rencontrer la patiente puis procéder à son évaluation nutritionnelle. Donc, c'est d'apprendre à connaître la personne qui est devant moi. En fait, je veux connaître ses habitudes alimentaires avant le Avant. trouble alimentaire, voir comment le trouble alimentaire s'est mis en place, c'est quoi les changements qui ont été faits au niveau de l'alimentation, au niveau de l'activité physique, pour pouvoir ensuite me réajuster. Je vais aussi évaluer le degré de malnutrition s'il y a lieu, puis le risque de syndrome de réalimentation. Puis, à partir de ces informations-là, ben, je vais évaluer ses besoins nutritionnels et déterminer le plan alimentaire qui lui convient, qui est approprié pour combler ses besoins en énergie, en macro, en micronutriments, puis en liquide aussi. Donc, je parle de plan alimentaire. Donc, on va proposer un plan alimentaire qui va convenir à la patiente dans le but de Mmh. combler ses besoins. Plan alimentaire, ben, on va avoir besoin de ça en hospitalisation parce que la majorité des patientes avec troubles alimentaires sont pas capables de faire des choix Mmh. alimentaires. Donc, c'est impossible de les laisser commander par elles-mêmes leur plateau, leur repas, parce qu'ils sont toujours en mode calcul. Dans Mmh. la tête, c'est une petite calculatrice, puis ils sont dans la comparaison. Quel aliment est moins calorique? Qu'est-ce que je devrais prendre? Si je prends ça, je vais me sentir coupable. Donc, ils sont pas capables. Avec la dénutrition, ben, on sait que le cerveau Mmh. fonctionne au En plus. ralenti aussi, donc il y a plein de facteurs qui s'ajoutent. Donc, on va travailler avec un plan alimentaire qui est défini, comme je le disais, qui va combler les besoins énergétiques, qui va être individualisé, dans le fond, parce que chaque patiente a des besoins différents. Donc, il n'y a pas une patiente qui va débuter avec le Mmh. même plan alimentaire. Le plan alimentaire, en fait, est réparti sur 3 repas par jour, heu et on va inclure une variété d'aliments en quantité suffisante. Donc, il y a pas de restriction. On ne veut pas rentrer dans le trouble alimentaire nous-mêmes puis Mmh. exclure des aliments. Donc, les patientes vont devoir s'exposer à des aliments qui lui font qui font peur et qui sont sans doute évités. On n'ajoute pas de collation nécessairement au début parce que c'est déjà un défi de se réalimenter, sur les 3 repas, mais éventuellement, c'est quelque chose qu'on va travailler aussi. Excuse-moi, je t'interromps Ouais, ici. Est-ce que ça t'arrive souvent d'avoir juste un refus de collaboration parce que c'est trop confrontant tout à de se fait, remettre à manger tout trop à repas? fait. Ouais. Fait que c'est là où on va regarder un petit peu les Ouais. différentes options parce que de façon générale, on va favoriser la voie orale pour la Mmh. réalimentation. Si une patiente n'arrive pas à compléter entièrement ses plateaux, ben, on peut envisager le recours à des suppléments nutritionnels pour aider à Mmh. compléter. Donc, on va avoir une combinaison de nourriture et de suppléments à boire. Et dans un cas de refus complet ou en présence d'un syndrome de réalimentation, ben, parfois on peut avoir recours à la nutrition entérale via sonde nasogastrique, Mmh. donc un TNG, un tube nasogastrique. Donc, dépendamment si c'est un refus alimentaire puis que les options ont été tentées, nourriture, suppléments à boire, on va se diriger vers la nutrition entérale. Dans un refus, on va avoir tendance souvent à fonctionner par bolus. Donc, pour que ça soit plus physiologique, on va donner des quantités de nutrition entérale aux heures de repas, soit 3 ou 4 bolus dans la journée. Dans un contexte de syndrome de réalimentation, ben, parfois, on va peut-être envisager plus une nutrition entérale en continu Mmh. parce qu'on a dit qu'il y a des débalancements au niveau des électrolytes, mais aussi des enjeux au niveau de la glycémie. Avec les repas, on va avoir justement une augmentation de la glycémie, mais qui peut rechuter par la suite aussi avec Mmh. les pics d'insuline. Donc, d'avoir des fluctuations dans les glycémies comme ça, ben, on veut éviter. Donc, le fait d'avoir une nutrition entérale en continu, ben, ça va nous permettre de stabiliser ça. OK, je comprends. Puis une fois qu'on a stabilisé ça, ben là, graduellement, comme je le disais, avoir recours à la nutrition par bolus pour être plus physiologique et éventuellement reprendre Ça doit être vos cas bien l'alimentation. sévères, Ouais, qui se rendent là. ouais. Mmh. Donc, effectivement, le plan alimentaire va être individualisé, puis il va tenir compte des particularités alimentaires de la jeune. Donc, s'il y a des allergies alimentaires, des intolérances, s'il y a certaines aversions prédatant le trouble alimentaire, parce qu'on ne veut pas être dans l'accommodement du trouble alimentaire, donc on ne veut pas être à l'écoute de tout ce qu'elles ont évité. Mmh. Je veux plus de glucides, je veux plus de matières grasses. Je vais faire un peu avec elles le tri dans tout ça.
Puis on va regarder également, on a parlé de maladies chroniques, donc s'il y a présence aussi d'une maladie chronique comme le diabète de type 1, une maladie de Crohn, une maladie cœliaque, ben, on va ajuster évidemment le plan alimentaire en fonction de tout ça. Un point important, des fois, les patientes vont avoir un certain virage alimentaire au travers leurs troubles alimentaires. Donc oui, je suis dans des restrictions alimentaires, mais soudainement, j'ai le désir d'être végétarienne ou d'être végétalienne. Quand ça se produit au travers le trouble alimentaire, c'est un symptôme du trouble Mhm. alimentaire. Donc, on ne va pas l'accommoder dans notre fonctionnement, dans notre plan de réalimentation. On va pas ouvrir la porte au végétalisme. Ça OK, peut je déjà comprends. contrecarrer un petit peu nos Mhm. Puis je me permets de rajouter, si jamais on voit qu'il y avait un régime alimentaire restrictif comme le végétalisme ou le végétarisme, on va aller vérifier s'il n'y a pas d'autres Mm. déficits vitaminiques qui sont Tout associés, à fait. comme la vitamine B12, par B12. exemple. Mm. OK. En fait, tout ce que j'entends depuis tantôt, là, c'est le traitement, là, c'est pas un médicament, c'est la nourriture. Mm. exactement. C'est ça le Le traitement. traitement, Ouais, c'est manger, c'est la manger. nourriture, Mm. exactement. Fait que c'est Pour pas une renourrir il y a notre pas de pilule cerveau, miracle, il y a là. pas de pilule miracle. Pour renourrir notre cerveau, pour, Mmh mh. éliminer tous les symptômes physiques, ben, il Mmh. faut manger. OK. Si je reviens avec notre réalimentation, ben souvent, on va essayer de travailler sur un délai de plus ou moins 3 jours pour arriver à compléter les apports, donc à manger la totalité de notre plan alimentaire. Donc ce travail-là va être fait en individuel. Là, si je parle des patients qui sont hospitalisés sur une unité de type milieu de vie comme au CITCA, Mmh. le Centre intégré des troubles alimentaires ou en pédopsychiatrie, c'est un milieu de vie. Donc, quand les patientes vont commencer à se réalimenter, c'est difficile, là. On ne complète pas nécessairement nos plateaux du jour au lendemain. Donc, on va permettre cette progression-là sur 3 jours. Puis, il va y avoir un accompagnement, soit par une infirmière, une éducatrice spécialisée, une psychoéducatrice au besoin, pour aider la patiente à progresser puis à arriver à manger la totalité de ses plateaux. Des patients qui seraient hospitalisés plus sur l'unité de pédiatrie, en ce qui nous concerne au CHU Sainte-Justine, ben souvent, les patientes vont peut-être plus manger avec les parents. Comme il n'y a pas une équipe Mmh. multi autour, ben les parents vont essayer de reprendre le contrôle puis d'aider leurs jeunes à cheminer au niveau de la reprise alimentaire. Puis, donc, une fois que les patientes mangent la totalité de leur plateau, ben on continue avec ça en ayant un objectif de prise pondérale. Parce que c'est notre objectif, oui, de se réalimenter, mais il faut gagner du poids. On va avoir généralement un objectif d'environ 1 kilo par semaine. Si OK. en moyenne, c'est ce qu'on En va viser en hospitalisation. En hospitalisation, OK. effectivement. Ça va être moins J'imagine qu'il faut pas leur dire à ces Ben, on le patientes-là. dit. Ah, on peut leur dire? Mmh. OK. Ouais. On peut le dire, en fait, Ouais. là, puis, tu sais, il y a une question aussi de transparence. Tu sais, on Mmh. s'attend quand même à travailler en collaboration puis en équipe avec les Mmh. patients, donc c'est quelque chose qu'on peut mentionner OK. puis d'être clair par rapport à ce qui est visé en général pour Mmh. tout le monde, au niveau, tu sais, de l'hospitalisation, puis OK, la je même comprends. chose pour la clinique externe. Puis, tu sais, si on veut que le jeune ait confiance aussi dans les soins Mmh. qu'on lui donne, c'est important quand même d'être OK. transparent. Mmh. Puis les jeunes ont perdu leur repère aussi, fait qu'ils savent plus c'est quoi Mmh. manger normalement, qu'est-ce que mon Ouais. corps a besoin. Fait que c'est les aider à retrouver. Souvent, ils ont l'impression qu'on les fait manger plus que ce qu'ils auraient besoin. Dans certains cas, oui, les besoins sont augmentés, mais bien souvent, on va partir avec les besoins Ben réels oui. d'un jeune adolescent. Fait que c'est de les Il y a réhabituer beaucoup à... d'influence, hein, sur le web, et Oui, tout, tout. oui. OK. Mhm. Puis l'objectif, c'est pas nécessairement parce qu'on nous dit des fois: «Vous voulez me faire engraisser». Ben mon objectif, c'est de retrouver ta santé. On n'est C'est pas ça. dans le poids. Le poids, Ouais, c'est un facteur parmi tant d'autres, c'est mais ça. c'est pas ce Fait qu'on va Mmh. souvent qu'on veut. revenir aux complications médicales là, qu'on mentionnait. Mmh. Ben, tu vois, ton cœur bat lentement, ton cerveau est ralenti, tu me dis que tu as moins de misère, t'as plus de misère à te concentrer, tu pas tes menstruations. Donc, ton corps est en train de t'envoyer plein de signaux que tu n'es pas en santé en ce Mmh. moment. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est t'aider à retrouver la santé. D'où le fait d'être transparent par rapport à ce qu'on vise. Je Oui, comprends bien. Mmh. on veut travailler la prise de poids, mais ça ne va pas être la seule chose. On va en parler tantôt Mmh. qu'on travaille. Là. On va travailler différents aspects Mmh. du trouble alimentaire. Mais c'est sûr que, comme tu l'as super bien dit, la nourriture, c'est le médicament. Fait que ça fait partie intégrante de ce qu'on va vouloir aller Je comprends chercher. bien. Merci. Puis bien souvent, on n'a pas d'objectif de poids pour l'hospitalisation. Ici, on ne dit Mmh. pas qu'on doit atteindre tel poids avant d'avoir congé d'hospitalisation.
moi, dans mon évaluation, c'est sûr que je vais essayer de cibler une zone de poids souhaitable, qui est une fourchette de poids. Mhm. Donc, c'est pas un Je poids comprends. fixe, puis ça reste une estimation aussi, mais ça nous donne un certain repère. Puis je vais me baser sur la courbe, les courbes là, de poids et de taille antérieure aussi. Je vais m'informer du poids maximal, le poids qu'elle pesait avant le trouble alimentaire, parce que bien souvent, elles vont partir d'un poids qui était tout à fait juste pour elles, Mhm. puis on a perdu le contrôle. Donc, avec tous ces repères-là, on est capable de cibler grosso Je modo une comprends zone bien. de poids pour nous orienter, nous, en tant que professionnels. Merci. J'ai l'impression qu'on pourrait parler encore là, Oui. des heures et des heures, mais c'est tellement intéressant qu'est-ce que vous dites. Est-ce que vous voulez juste qu'on termine l'épisode avec un peu le rappel, c'est quoi la prise en charge multimodale, là? Tantôt, tu as parlé un peu des familles. Fait que voulez-vous un peu me parler, là, Mhm. qu'est-ce qui se fait justement après que moi je les vois plus à l'hôpital? Ouais. Comment vous les prenez en charge, ces Ben, c'est ça, en fait, patientes-là? on a beaucoup parlé de la prise en Mmh. charge à l'hôpital, mais c'est important de savoir que ce qu'on veut viser pour un patient qui a un trouble alimentaire, c'est le niveau d'intensité de traitement le moindre. Donc, Mmh. on voit des patients passer par l'hôpital, mais il y a aussi beaucoup de patients qui ne passent pas par l'hôpital Mmh. puis qui sont simplement suivis en clinique. Puis c'est ce qu'on va essayer tu sais, de maintenir. Mmh. Donc, on a plusieurs approches thérapeutiques, mais l'approche qui est comme recommandée en première ligne pour le traitement des troubles alimentaires, c'est ce qu'on appelle la Family-Based Therapy ou la OK. FBT ou approche familiale. Puis en fait, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on fait à l'hôpital, donc enlever le pouvoir décisionnel au trouble alimentaire parce que le trouble alimentaire est tellement envahissant, c'est tellement dur pour le jeune de prendre des Mmh. décisions au niveau de ce qu'il va manger, mais en fait, on remet cette responsabilité-là aux parents au lieu de la remettre à l'hôpital. OK. Donc, c'est le parent qui reprend le contrôle, en fait, de l'alimentation, puis qui aide son enfant à manger. Donc, c'est un peu comme une responsabilité partagée, là. Le parent est responsable de s'occuper des quantités puis des portions, Mmh. sachant que il a toujours été capable d'amener son enfant en santé, puis Mmh. à le garder en suivant sa courbe de croissance. Donc, il n'y a pas de raison de pourquoi le parent n'aurait pas les capacités ou les habiletés pour le faire. Le jeune, lui, sa responsabilité, c'est de manger ce que son parent lui propose. Puis nous, ben, on les accompagne, puis on les suit, puis on s'assure aussi de la sécurité au niveau médical. Donc, c'est basé un peu sur ces grands principes-là. Puis c'est encore une fois basé sur le principe de la nourriture et le médicament. Donc, le but, c'est de renourrir le cerveau pour qu'il soit capable de faire la part des choses entre qu'est-ce qui est le trouble alimentaire, puis qu'est-ce qui est pas le trouble alimentaire Mmh. actuellement. Puis plus on renourrit le cerveau, plus on est capable d'avoir ce combat-là qui se fait, en fait. Mais c'est sûr qu'on va utiliser d'autres approches thérapeutiques. Donc, on va combiner ça avec parfois de la thérapie individuelle, parfois de la médication, si jamais il y a des comorbidités importantes comme de l'anxiété ou de la dépression qui est associée. Parfois, on va faire beaucoup, en fait, du motivationnel avec le jeune. Donc, on va essayer de travailler avec le jeune pour voir ce serait quoi les motivations pour guérir du trouble alimentaire. Donc, il y a différentes approches comme ça qu'on peut combiner. Il y a aussi la DBT pour la régulation émotionnelle. Donc, tout plein d'approches qu'on peut combiner pour offrir les meilleurs soins La pour les DBT, patients. c'est la Dialectical Behavioral Behavioral Therapy? therapy, OK. dialectical behavioral therapy pour, on va aller beaucoup travailler, tu sais, justement, les enjeux au niveau de la Mmh. régulation émotionnelle, le contrôle des OK. émotions, pour certains patients qui en auraient besoin. Pas tous les patients en ont Super. besoin, puis pas tous les patients ont besoin de toutes ces modalités Exact. thérapeutiques-là. Mais c'est important de voir que le pilier, c'est vraiment, tu sais, d'essayer de retirer le pouvoir décisionnel ou le contrôle aux troubles Mmh. alimentaires. Pas aux jeunes, mais vraiment aux troubles. Trouble. Mmh. Ouais. Comme à la troisième personne, c'est Oui. le trouble. Puis on aime bien, Ouais. tu sais, l'externaliser, le Mmh. trouble, tu sais, de dire, ben, Mmh. tu n'es pas ton trouble, puis ton trouble prend des décisions qui sont Mmh. pas bonnes pour toi ou pas Je bonnes pour comprends. ta santé. Puis à ce moment-là, mais on travaille avec eux à ce que cette perception-là devienne partagée. Mmh. Je pense que ça termine super bien l'épisode, Dina. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à On va toi. mettre dans les références là, un paquet de ressources super utiles. On n'a pas eu le temps notamment de parler du soutien au repas, là, les 4 C, mais ça va être mis dans les références. J'espère que vous avez apprécié cet épisode-là. Je retiens que le premier traitement, notamment de l'anorexie restrictive, ben, c'est la nourriture. Il n'y a pas de médicament miracle. Que c'est une maladie très difficile, très complexe, mais il y a un pronostic plutôt favorable si c'est pris en charge tôt, puis de façon adaptée à la patiente ou au patient. Donc, puis faut être patient pour guérir de ça, mais il y a des bons pronostics, il y a des bonnes équipes mises en place, autant en milieu hospitalier qu'ambulatoire.
Donc, merci beaucoup pour cet épisode. Merci de nous avoir Merci. reçus. Merci. Tourlou!